La forêt au Moyen Âge est un lieu de travail, véritable annexe des champs alentours. Mais, au fil des siècles, le pouvoir accentue son autorité afin de contrôler les ressources qui ne paraissent plus inépuisables. Une première organisation forestière se met en place. Elle est attestée sous le règne de Saint-Louis. Mais on a par exemple les vêtements des gardes de la forêt de Bellême qui touchaient une tenue dès cette époque-là. Et donc ils émargent déjà au budget royal. Il y a dans le chapitre des dépenses les frais faits pour les réparations des maisons, je crois des gardes aussi, et puis leur tenue. Donc ça prouve qu'il y avait déjà du personnel chargé de la gestion des forêts. Il faut dire que les revenus du domaine royal à cette époque-là étaient principalement des revenus justement domaniaux par les forêts et non pas l'impôt qui a toujours été en France jusqu'à la Révolution considéré comme quelque chose d'extraordinaire. La guerre de 100 ans met fin à la prospérité médiévale. Les villes s'enferment dans des remparts aussi puissants qu'exigus. La forêt devient le refuge des campagnes dévastées par les pillages et les massacres. La peste noire de 1348 achève de vider les hameaux. Au XVe siècle, la nature a repris ses droits sur les terres abandonnées. Vouée à de multiples besoins de survie, la forêt n'est plus que taillis, broussailles, entrecoupées de landes. La paix revenue, l'époque de la Renaissance est marquée par une première tentative de reprise en main. Donc la forêt n'a aucune forme. Il y a des abus, des droits d'usage. Le droit de chauffage ou le droit aussi de pâturage, ces droits abîmaient énormément la forêt. C'est-à-dire que pour bâtir, on prenait l'arbre qu'on voulait, n'importe où. Pour se chauffer, on prenait le bois où on le trouvait. Il y a un livre qui s'appelle Le livre de Marie d'Espagne qui traite surtout de l'administration de ces forêts en général, sur la façon d'avoir des gardes, d'avoir des coupes régulières, etc. Dès cette époque-là, il y avait l'idée que la forêt pouvait être trop largement entamée, qu'il fallait faire des réserves et la gérer d'une manière régulière. Le petit peuple a quant à lui regagné ses champs et réinvesti ses villages. Une nouvelle ère s'ouvre. Elle définit de nouveaux liens avec l'espace forestier aux limites clairement établies. Exploitation abusive et anarchique ont ruiné sols et peuplements. Au XVIe siècle, les règnes de François Ier puis de Henri II sont empreints de la ferme volonté de remettre en valeur le domaine royal. Pour Bellême, Louis Petit, maître des eaux et forêts, préconise en 1560 de nouveaux règlements. La coupe des taillis de moins de 10 ans est interdite. Dans le but d'étendre les hautes futaies, il instaure sur une partie du massif de Bellême une révolution de 150 ans. 2 siècles d'efforts seront pourtant nécessaires afin que s'élancent vers le ciel des chênes rectilignes et majestueux. Alors il s'aperçoit à cette époque que la forêt de Bellême est essentiellement une forêt de hêtres et non de chênes comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 2 tiers de chênes, 1 tiers de hêtres. À cette époque, c'est le contraire. Donc, Louis Petit va orienter la plantation de chênes. Les futaies serviront pour fournir des bois de marine ou des bois de charpente. Les bois rabougris sont là pour les locaux. Le bois de taillis, ça sera le bois pour alimenter aux fourneaux des maîtres de forge ou les maîtres verriers, ou pour les tuileries, car les tuileries et les briqueteries en bordure de la forêt de Bellême sont nombreuses. Les landes vont être elles aussi un peu plantées, on ne veut plus qu'elles soient abandonnées. Les abus sont difficiles à réprimer. La réformation de 1669, ordonnée par Colbert, accentue l'emprise royale. Elle généralise le régime de la haute futaie, avec révolution de 155 ans.
Colbert alors, a tout de suite remarqué que donc, Bellême était une des plus belles forêts de France. Il a remarqué l'attrait, le revenu possible que pouvait apporter la forêt, donc un complément de revenu important pour le roi, pour le trésor royal. Il connaît la valeur aussi des arbres. Colbert est en train de développer la marine royale et il est toujours à la recherche de beaux bois de marine. Donc il envoie aussi ses charpentiers ici. Ainsi, durant des siècles, les bois de Bellême ont affronté les océans. Des graffitis découverts au lieu-dit les Sablons illustrent cette contribution à l'épopée maritime. On a pensé peut-être que lorsque... Alors c'est surtout des plans de charpente, hein, de bois, de marine. Alors on a supposé qu'à chaque fois qu'ils avaient trouvé un bois, ils devaient rayer donc le bois trouvé. Donc ils faisaient le dessin et ils recherchaient ensuite la pièce de bois ou l'arbre qui pouvait accueillir la pièce de bois. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour. Voici les plans que vous m'avez demandé. Très bien. Concernant... La Réformation de 1669 constitue une date essentielle. Elle institue une organisation rationnelle du massif. Les mutations s'échelonnent sur un siècle. De nouvelles voies sont tracées afin de desservir les parcelles. Et nous avons toute la traversée. Par leur contribution, intendants, maîtres des eaux et forêts, ingénieurs des ponts et chaussées dessinent le cadre. À la nature de composer la plus belle de ses œuvres. La construction de la route de Mortagne à Bellême, à partir de 1780, conclut ces aménagements déterminants. La réalisation de l'étang de la Herse, les embellissements autour de la fontaine, alors réputée pour ses qualités médicinales, mettent une dernière touche à l'œuvre accomplie. En 1771, le comte de Provence, le futur Louis XVIII, hérite du comté du Perche. Ses difficultés financières, bien connues, lui font convoiter le capital forestier constitué depuis Colbert. De 155 ans, l'exploitation des chênes de Bellême est ramenée à 99 ans. Voici les belles futaies menacées par le retour du taillis. L'effondrement de l'Ancien Régime survient à point nommé pour limiter les effets de cette décision désastreuse. Il faut attendre 1858 pour qu'un nouvel aménagement ne porte le cycle d'exploitation à 200 ans. Une nouvelle ère s'ouvre, dont les forestiers du XXIe siècle seront les héritiers. Au royaume de l'arbre vit aussi le petit peuple des forestiers. Bûcherons, sieurs de long, débardeurs, écorceurs, fendeurs, charbonniers, sabotiers, hommes, femmes, enfants, familles au destin lié à l'exploitation du bois, aux conditions de vie difficiles. Habitants des clairières, des hameaux proches des lisières, ils développent avec la campagne alentour et la ville voisine des liens vitaux, parfois tumultueux. Ces gens vivent dans un espace quand même qui n'est pas clos, mais ils y passent l'essentiel de leur temps, que ce soit des charbonniers, que ce soit les sabotiers dans des loges, que ce soit des bûcherons, ils y passent l'essentiel de leur temps. Mais il faut bien comprendre que leur sociabilité n'est pas limitée à la forêt. Après tout, le bourg des petites communes autour de la forêt est situé à une demi-heure de marche, même pas, un quart d'heure, 20 minutes. Ils peuvent se retrouver donc au cabaret, lier des liens d'amitié avec des gens du village, au besoin d'ailleurs se marier avec une fille du village, avoir un patron, je veux dire, rentrer dans une clientèle. Donc il ne faudrait quand même pas s'imaginer que ce sont que c'est une population close sur elle-même. Cela dit, elle a ses spécificités, en particulier un sentiment peut-être de collectivité plus accentué que chez les paysans parce qu'ils vivent ensemble.
En outre, ce sont pour la plupart des salariés. Je pense aux sabotiers qui n'ont que leur savoir-faire et la propriété de leurs outils, qui se rendent dans une loge et qui se mettent à la disposition d'un entrepreneur de saboterie. Au fil des siècles, cette population aux moyens de subsistance souvent critiques est la première affectée par les disettes. Sous la halle de Bellême, les forestiers, notamment ceux de Saint-Martin, sont au cœur des tensions liées au prix des grains et farines. Au moment de la restauration de la monarchie de Juillet, il y a à nouveau ce type de réclamation, c'est-à-dire on se projette vers la halle pour exiger un prix. Et puis, en ce qui concerne l'action, il est évident que les gens de la forêt se connaissent et ils ont des outils. Des outils qui peuvent être un peu dangereux aussi. Ces gens de la forêt souffrent particulièrement parce qu'ils ne produisent pas. Ils ne peuvent pas avoir ces provisions que j'évoquais. Ils ne produisent pas de grains, par conséquent, ils sont complètement dépendants du marché. Il est vrai que la population de la forêt, qui est salariée, qui ne produit pas son blé et son grain, est dépendante de la halle, du prix des fromages. Ça vient de ce qu'il n'y avait pas de marché national, qu'il n'y avait pas une circulation suffisamment rapide des produits, et par conséquent, les charrettes de grains, les charrettes qui transportaient du grain, étaient arrêtées à la sortie des villages ou des bourgs, parce qu'on ne voulait pas que le grain sorte de la commune, ou elles étaient arrêtées au passage quand elles venaient d'autres régions. Pauvreté, misère, quête du pain quotidien ont été au fil des siècles le lot commun du petit peuple de la forêt. Le XIXe siècle représente cependant une charnière. Le temps des émotions populaires, hantise des autorités, laisse la place, dès le Second Empire, à de profondes mutations sociales. Le peuple de la forêt et celui des campagnes fusionnent en un même destin. L'amélioration du réseau routier, l'irruption du train jusqu'au cœur du massif, initie un nouveau regard sur le monde. Un regard qui invite aussi au départ, à la recherche d'un ailleurs, parfois aussi illusoire que la ruée vers les villes. Pour ceux qui restent au pays, s'ouvre le temps d'une identité à redéfinir. Et pourtant, la manière de se sentir, d'éprouver sa propre identité, dépend du regard de l'autre. Autrement dit, tant qu'on n'a pas de renseignements intéressants sur le regard qui est posé sur eux, on a du mal à imaginer la construction de leur propre identité. Et ce jeu des représentations est, me semble-t-il, un des objets les plus intéressants en histoire aujourd'hui. Comment se sentaient-ils? Et c'est pourquoi j'insiste sur l'importance du vote. Parce que le fait d'aller voter, d'abord en rang, en quelque sorte par commune au chef-lieu de canton, puis ensuite dans sa commune, le fait d'aller voter a certainement été, en ce qui concerne l'image de soi, si vous voulez, quelque chose d'important. Il faudrait aussi réfléchir aux traditions et aux festivités, à tout ce qui concerne les conscrits. Parce que le fait d'aller à la conscription, on y va tous ensemble. Il ne s'agit plus seulement des gens de la forêt. Bien sûr, là, les gens, les travailleurs agricoles, les petits propriétaires, ils vont aussi. C'est un grand rituel d'égalité. Et il y a par la suite des rituels festifs ou le fait de se retrouver.